On lâche rien, on lâche rien. Bonjour, merci de me retrouver pour ce On lâche rien, épisode numéro 4. Aujourd'hui, on va s'atteler à démonter point par point la vidéo de Olivia Politique. Allez, on perd pas de temps, on y va. Accrochez vos ceintures. S'il vous plaît, regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que les insoumis, je vous connais. Allez venir dans mes commentaires, vous allez commencer à m'insulter, vous allez commencer à me traiter de facho, de je sais pas quoi. Déjà, c'est très drôle de faire des vidéos avec Mélenchon et les Insoumis, de surfer sur cela pour faire des clics et des vues et de se plaindre de pécher de l'Insoumis sur ces vidéos. Lol. Aussi, désolé, mais si vous dites des choses inexactes, je ne vois pas comment on pourrait être d'accord avec vous. Il ne suffit pas de sous-entendre qu'on n'a pas été au bout de la vidéo pour délégitimiser les retours, en fait. On a eu le mandat de François Hollande. Quand on regarde le bilan, il n'est pas mauvais. Mort de rire. Déjà, il était tellement bon en fait que le gars avait une impopularité telle à gauche qu'il n'a pas été en mesure de se représenter. Et même à droite, ce vers quoi il a tendu, il était détesté et moqué. Bref, je ne vois pas sur quoi on peut se baser pour effectuer une telle affirmation, sauf à émettre une simple opinion tout simplement basée sur rien. Aussi, son quinquennat a été émaillé par la sécession d'une gauche molle, et donc de la division à gauche. Ou plutôt, dirons-nous, au centre-gauche, c'est infiniment plus précis. Alors, sauf à se considérer à droite, on ne peut pas dire que le bilan de Hollande n'était pas mauvais, puisque rien à gauche n'en sera sorti, pour la toute première fois de toutes les victoires du PS par ailleurs. Bref, comme je disais, votre commentaire est à l'épreuve des faits. Génération S qui va faire un score extrêmement bas. Un peu de rigueur, s'il vous plaît, Olivia. En 2017, Hamon est candidat du PS et se ramasse à l'élection car il n'est pas soutenu par l'appareil du PS, qui soutient Macron en bonne partie. Sinon, les vrais gens de gauche votent pour la FI, seule vraie force de gauche. Voilà ce qui s'est produit. On peut tenter de réécrire l'histoire si on veut, mais c'est ce qui s'est passé en réalité. L'entourer. On pensait avoir un parti socialiste irréprochable. Les Français ont voté pour le parti socialiste en se disant bon, on n'a pas arrêté de mettre les Républicains, l'UMP, le RPR. Autant essayer avec le Parti Socialiste et se sont rendus compte que c'est la même chose sauf que c'est à gauche. Il faut vraiment être dépolitisé au possible et ne rien connaître à l'histoire du parti pour avoir une telle take. Ce parti a brillé par ses trahisons et ses renoncements, et plus on se rapproche de la période actuelle, et plus c'est le cas. Il n'y a absolument rien de gauche qui est sorti du gouvernement de Hollande. Je rappelle qu'il a placé Valls Premier ministre et Macron ministre de l'économie. Bref, qu'il a installé un Premier ministre qui a poussé des politiques prônées par le RN, ainsi qu'installé le loup dans la bergerie avec Macron, l'ultralibéral, qui nous aura fait du néolibéralisme sous stéroïdes, à comparaison avec tous ses prédécesseurs. Aussi, comment peut-on sortir une telle ineptie sans se rendre compte de la bêtise qu'on vient de sortir? La même chose mais de gauche. Donc un parti supposément de gauche serait la même chose que celui de droite et cela ne vous interpelle pas. Si la fausse alternance est apparue aux yeux de tous, c'est justement parce que les changements entre le clivage PS et LR traditionnel ne donnaient de différence qu'à la marge. Seules des différences vraiment insignifiantes existaient, ce qui faisait que les deux partis se ressemblaient trait pour trait en bout de course. Donc on a eu les affaires des emplois fictifs de François Fillon, ça s'est aussi passé à gauche, et donc on a eu démission sur démission sur démission des ministres au sein des différents gouvernements sous François Hollande, ce qui faisait que François Hollande, qui voulait se démarquer du quinquennat de Nicolas Sarkozy en étant le président de la normalité, a fini par avoir une difficulté terrible. Désolé, mais toutes vos textes sont incohérentes au-delà du supportable ou de l'acceptable. Je veux bien mettre la tête dans le seau du PS, mais encore s'agirait-il de ne pas faire d'amalgame et de s'en tenir aux faits. Or, le fait est le suivant. Des nombreuses gamelles que le PS a pu avoir, il n'y a, à ma connaissance, pas d'histoire d'emploi fictif sous le quinquennat de Hollande. Ils ont fait suffisamment de trucs nuls et qui ont desservi la gauche pour ne pas leur en inventer autre mesure. Sinon, en gros, Hollande était le gars qui voulait incarner la normalité, mort de rire. Un gars qui allait jouer les Don Juan en scooter, la nuit. En tant que président de la République, déjà cela correspond peu à votre signalement. Ensuite, vous avez vous-même dit que le mec s'est entouré des pires magouilleurs, qui ont été donc contraints de démissionner à cause des casseroles qu'il traînait. Et on ne voit pas en quoi cela marque une rupture avec les pratiques de la droite. Droite et PS que vous mettez sur le même plan pour aller un peu plus loin dans l'incohérence totale dans vos propos, puisque vous soutenez globalement la théorie que le quinquennat de Hollande n'était pas si mal, et semblez vous considérer de gauche en fait. Aussi, on ne voit pas comment Hollande peut être détaché des histoires que les gens de son gouvernement ont pu avoir. Que je sache, c'est tout de même bien lui qui les a nommés, hein. De plus, il a été secrétaire du Parti Socialiste, autrement dit, s'il y a bien quelqu'un qui était censé connaître le personnel politique sélectionné dans les rangs du parti, c'est bien lui. Difficile donc de l'absoudre de certains choix. Sa responsabilité est engagée, et totalement, si on veut mon avis.
vous aviez eu les frondeurs qui se sont formés et qui ne votaient plus les lois proposées par les différents gouvernements sous François Hollande. Et donc, le pays était quasiment ingouvernable. Et de l'autre côté, on a aussi reproché à François Hollande de venir avec une ligne extrêmement libérale qui ne correspondait pas forcément à ce qu'il avait proposé lors de sa campagne au Parti socialiste pour devenir président de la République. Ah oui, donc en gros, le pauvre François Hollande a berné les électeurs de gauche, dont je faisais partie, faute de politisation à l'époque, mais c'est pas grave, après tout, qui se soucie des programmes, hein? Ou encore qui se soucie de la parole donnée, ou de tenir ses promesses électorales un minimum. Non mais on croit rêver. Tromper les gens pour les inciter à voter pour vous, tout est parfaitement normal là-dedans, c'est bien ça? Il fait comme la droite en prétendant être de gauche, mais la supercherie est acceptable selon vous. Non mais sérieux. Pour rappel, l'intéressé a été élu sur cette tirade que son ennemi c'est la finance, chose qui a clairement fait basculer l'élection. Car cela a convaincu nombre de gens de gauche de voter pour lui plutôt que pour Mélenchon et le Front de gauche. Ceci avec cette autre formule de « moi président » qui à elle seule allait changer le cours et le résultat du scrutin. Aussi Hollande a juste introduit le loup dans la bergerie avec Macron, c'est juste se moquer du monde. Mais apparemment, pour vous, cela passe crème, ce genre de tromperie. Cela amène à s'interroger sur les valeurs que vous souhaitez véhiculer en soutenant le personnage. De plus, si le pays était effectivement ingouvernable, il n'y est certainement pas pour rien. Et donc, on se demande comment le défendre pour l'occasion. Idem pour son parti. On sait tous que ce parti est traversé par des lignes antagonistes depuis des lustres. En outre, le problème n'est pour l'heure toujours pas réglé. Alors comment avancer cela comme une excuse à l'échec auquel le quinquennat Hollande a donné lieu? Incohérence quand tu nous tiens. De ce qu'on comprend, vous semblez défendre une ligne PS toujours, bien que ce que vous dénoncez n'a en somme pas changé, grosso modo. C'est à rien y comprendre, c'est de la bouillie intellectuelle. Donc, 2017, c'est l'avènement d'Emmanuel Macron qui sort aussi des rangs de François Hollande, qui vient remplacer Arnaud Montebourg, qui était aussi partisan des frondeurs. Vous connaissez l'histoire, Emmanuel Macron va venir avec son parti La République En Marche, on aura les affaires Fillon, il va l'emporter. Et en fait, ce qu'on se dit, c'est quoi? C'est qu'Emmanuel Macron, en vrai, c'est le bébé du Parti Socialiste. C'est la continuité de la politique de François Hollande. Et donc, il y a énormément de personnes à gauche qui vont reprocher cela à François Hollande. Bah c'est la faute à qui? Si ce n'est celle de Hollande et du PS d'avoir intégré un tel libéral dans ses rangs, on peut savoir. Pour rappel, le ministre n'est pas élu, mais désigné ou nommé. Donc c'est un choix conscient de Hollande que de mettre Macron sur orbite. C'est le témoignage d'une idéologie. D'ailleurs, si au lieu de débiter des âneries sans recherche, background ou autre, vous vous étiez renseigné, alors vous sauriez que Hollande est un Clintonien de la première heure, qu'il adhère aux thèses de laisser tomber les classes populaires, qu'il est sur une ligne libérale, etc. depuis des décennies. Et donc pro-business aussi, comme cette fausse gauche américaine en fait. Ceci est un appel à la politisation de masse, car nombre de gens se sont fait abuser du fait de leur manque de politisation et de leur ignorance de ce pourquoi ils votaient, ou pour qui ils votaient d'ailleurs, ce qui revient plus ou moins à la même chose. 2017, on a la formation de la France Insoumise. On a Jean-Luc Mélenchon qui n'était pas sur la même ligne qu'aujourd'hui en 2024, peut-être une ligne un peu moins dure pour moi, qui était un peu venue pour remplacer le Parti Socialiste et qui était la nouvelle force de gauche. C'est-à-dire, de quelle ligne parle-t-on? La seule différence entre alors et maintenant était une ligne davantage considérée comme souverainiste de gauche, influencée notamment par Chantal Mouffe et Ernesto Laclos. Et on ne voit pas en quoi cette ligne était supposément moins dure. J'en prends pour preuve que tous ceux qui ont quitté le navire alors reprochaient le changement de stratégie vers celle de l'union de la gauche. Contradictoire, non? Puisque nécessairement cette stratégie implique une union vers l'extérieur, donc d'effectuer quelques compromis, notamment programmatiques. De plus, vous réduisez la France insoumise à Jean-Luc Mélenchon, alors qu'il n'est plus à l'Assemblée nationale, et n'a plus de fonction officielle. Ce qui n'a aucun sens. Cela reprend pour ainsi dire mot pour mot la propagande des médias et des droitards, qui nous parle de leaders maximaux et ce genre d'âneries fondées sur rien, ou encore de gourous. Ce qui est absolument terrible avec ce passage de votre vidéo, c'est qu'on est dans une phase descriptive et que vous arrivez quand même à nous sortir des trucs hors sol, qui ne sont pas des faits établis, mais que vous tendez à décrire comme tels. En plus, attention, spoiler alerte, la FI est de toujours là pour remplacer le Parti Socialiste en tant que locomotive ou que force hégémonique à gauche, puisque son but est de parvenir à avoir une gauche de gauche qui gagne et qui change la vie des gens, en s'appuyant sur une politique de rupture. François Hollande ne se représente pas pour sa réélection, une première sous la Ve République pour un président sortant.
il est totalement effacé, la gauche est en miettes, est en lambeaux. Vous vous rendez compte que vous arrivez à vous contredire vous-même? Je vous renvoie à ce que vous disiez précédemment concernant le bilan de Hollande et le constat que vous faites ici. C'est absolument en opposition. Vous vous en rendez compte ou pas? Vous pensez que le sort fait à Hollande ne s'explique en rien? Que cet échec monumental est juste le fait d'un vague désamour pour un personnage politique? Que tout est personnel, entre guillemets? Il s'agirait d'être lucide, s'il vous plaît. Ou alors d'effectuer un début de travail, pas simplement de nous sortir ce qui vous passe par la tête à un instant T. Aussi, cela est très drôle de nous parler d'une gauche en miettes, alors que l'élection en question aura donné la gauche de rupture à un niveau historiquement haut, niveau assurément jamais vu depuis des décennies, même si on considère le Parti communiste d'antan comme un parti de gauche radical, on va dire. Aussi, je suis désolé de vous le dire, mais la seule chose que prouve le segment que vous avez sélectionné, c'est que le quinquennat de Hollande a été un flop des plus complets. Cela n'illustre rien d'autre, et en particulier pas que la gauche serait en miettes, plutôt que le PS l'était au mieux. Naturellement, rien à voir donc. Même cela peut, par ailleurs, en toute honnêteté, s'avérer des plus discutables, puisque si les gens du PS avaient vraiment joué le jeu durant la campagne et l'élection, alors le score de Hamon aurait été nettement plus haut, celui de Macron résolument plus bas, à l'inverse. Nous ne sommes donc pas en présence à l'heure d'une gauche en miettes, pour reprendre vos termes, mais d'un parti en état de décomposition en train d'imploser du fait des lignes de fracture exacerbées par Macron. Si vous ne saisissez pas la nuance, il y a matière à s'inquiéter. Un carrefour pour la France insoumise et le Parti socialiste perd même son siège historique, il est ruiné, les militants partent, ça va à Génération S, ça va, ensuite on aura Place Publique avec Glucksmann, enfin ça s'éparpille, ça s'éparpille à gauche, 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 gauche. Déjà, il y a erreur quant à la temporalité, dans la mesure où le parti en question a été fondé en novembre 2018. Autrement dit, on n'est pas sur la même échelle temps. Cette nouvelle entité n'étant pas une résultante directe de l'échec de Hollande à la présidentielle. J'en prends pour preuve la comparaison avec Génération S, qui est le nom rebaptisé du mouvement du 1er juillet, le M17-17. Mouvement créé, comme son nom l'indique, le 1er juillet 2017, soit réellement dans la foulée de la présidentielle perdue par le PS. Ensuite, qui est à gauche, 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 comme vous dites, on peut savoir. En tout cas, pour ce qui me concerne, l'interprétation que j'ai faite de vos propos est que vous placez un jugement des valeurs qui tend à considérer la FI comme très très à gauche. Or, c'est carrément inexact, notamment au regard de la comparaison du programme commun porté par le PS en 1981 et celui de l'AEC qui est l'agenda politique de la FI. Programme qui s'avère être, des propres mots de celui qui l'a porté à l'élection présidentielle, un programme de transition. Donc de facto pas très très à gauche, mais véritablement à gauche et de rupture de surcroît. C'est vrai. En outre, on ne voit pas comment des militants très très à gauche en seraient à défendre un programme qui ne l'est pas tant que cela. Et puis, désolé, mais si on parle de cadre, il n'y a pas de fuite de cadre au PS, autrement que vers la droite, avec tous ceux qui ont quitté le navire en cours de naufrage. Tous ceux qu'on verra s'afficher dans le gouvernement Macron, opérant ainsi une clarification politique, on va appeler cela comme ça. Ce qui va se passer, c'est que Olivier Faure va être nommé secrétaire national du Parti socialiste. Vous connaissez la situation actuelle d'Olivier Faure. Au fur et à mesure de l'analyse, je reviendrai dessus. Olivier Faure a trouvé un cadavre. Olivier Faure a trouvé un parti socialiste à terre. Quand Emmanuel Macron est arrivé en 2017, vous aviez la branche strauss-kahnienne du Parti socialiste qui est partie avec Emmanuel Macron à La République en marche. La République en marche, si vous regardez les fondateurs, la branche strauss-kahnienne du Parti socialiste. Ils sont tous partis là-bas. Ensuite, vous avez une branche plutôt modérée du Parti des Républicains qui est aussi partie chez Emmanuel Macron. Et de l'autre côté, vous aviez un peu la gauche déçue du quinquennat de François Hollande qui est partie chez Génération S de Benoît Hamon. Benoît Hamon qui quitte la politique par derrière. Olivier Faure s'est retrouvé tout seul. Mort de rire, alors comment vous dire, tout est faux ou presque dans ce passage. Déjà, tout le monde n'est pas parti, comme vous le dites, et tout le monde n'a pas laissé Olivier Faure seul. La preuve en est que les mêmes oppositions demeurent au sein du parti, avec des sous-courants qui s'opposent. Les divisions subsistent entre une partie plus droitière et une autre un soupçon plus à gauche. Avec une ligne un peu plus à gauche et une autre carrément plus macrono-compatible qui est restée. On se demande encore pourquoi d'ailleurs. Ces gens aux idées qui divergent restent ensemble.
au sein de la même formation. Aussi, puisque vous évoquez l'élection de Faure, elle s'est faite avec 51% des suffrages, ce qui témoigne de la présence de forces antagonistes quasi identiques au sein du parti. Aussi, nous dépeindre la situation de Faure comme laissé livré à lui-même est une affirmation un peu plus fausse. Ce qui le prouve, c'est que les patrons de certaines baronnies locales établies par le passé sont restés, à l'instar des Delga, des Johanna Roland, etc., et que des pontes entre guillemets du parti, eux aussi, ont poursuivi avec le parti, comme les Hidalgo, les Cazeneuve, les Drey, les Cambadélis, etc., etc., etc. Ensuite, on ne voit pas en quoi ce que vous dites est en prise avec quelque réalité que ce soit. Républicain modéré? Comme qui exactement? Darmanin? Le maire? Non, mais à un moment, il s'agirait d'être sérieuse et un minimum cohérente, en fait. Nous dépeindre les insoumis limite comme l'extrême gauche et des républicains comme modérés alors qu'ils prônent peu ou prou des politiques compatibles avec celles du RN, je trouve cela plus que comique pour ne rien vous cacher. Un des modérés en question aura juste jugé Le Pen trop molle alors que celle-ci disait pouvoir signer son livre, comme preuve de la connivence idéologique des deux personnages en question. Il est aussi réducteur de qualifier la gauche déçue de Hollande allant chez Génération S. Alors que le parti abrite le parti de Filoche, que d'autres soutiennent Montebourg, c'est donc un peu plus compliqué que ce que vous voulez bien nous dire là. C'est aussi réducteur que loin d'être factuel. Olivier Faure a rebâti le Parti socialiste à la sueur de son front. Mais de quoi parle-t-on en fait? Parce que je suis désolé, même si j'admets ne pas être au fait de la popote interne du PS, il y a des choses plus qu'évidentes en revanche. Mis à part les départs massifs du PS qui ont été enregistrés des suites du quinquennat calamiteux de Hollande, quel travail a été fait, on peut savoir? Cela, je peux l'affirmer, on ne peut plus tranquillement, justement, aucun travail n'a été fait, en particulier en termes programmatiques. La preuve, quand la NUPES ou encore le nouveau Front Populaire sont advenus, les mecs se seront contentés de tiédifier l'avenir en commun, rien de plus. Juste histoire de se donner une contenance qu'ils n'ont pas, histoire aussi de tirer l'alliance plus au centre, on va dire. La base des discussions, et c'est tant mieux, était le programme des Insoumis, programme et livret dont certains ont cherché à modifier des points, pour se les rendre plus acceptables de leur point de vue, donc pour infléchir la rupture avec le système en place, en gros. Question cohésion, je n'y reviens pas, j'ai déjà mis en avant les dissensions de lignes en interne, qui ont aussi amené certains à créer d'autres partis, comme Cazeneuve il y a peu. La bataille continue à faire rage entre ceux qui tolèrent l'union, on va appeler cela comme ça, pour être déjà très gentils, et les autres qui sont farouchement opposés et qui souhaiteraient dégager Faure pour cette même raison. Eux aspireront à se démarquer définitivement et se séparer de LFI. En somme, la même sempiternelle bataille en interne continue de sévir, et on ne voit pas quel est l'héritage de Faure dans cette équation. Désolé si ce n'est potentiellement de maintenir tout ce petit monde qui n'est pas d'accord sur grand-chose ensemble, principalement pour des questions partidaires. Et pour moi, c'est très important de le rappeler. Moi, je suis quelqu'un, voilà, moi j'aime cette politique-là. J'aime la politique des personnes qui sont là, qui restent jusqu'au bout. Il n'y a plus rien, il n'y a plus personne, c'est pas grave, je suis seule. Qui même me suivent, on y va, on va réparer. Moi, c'est cette politique que j'aime. Oui, c'est la politique qui vient de là, qui vient du cœur. Bon sang, mais que d'incohérences, c'est à peine imaginable. Déjà, rappelons les faits, ceux qui restent au PS le font principalement pour des postes et par intérêt personnel, non pour des histoires de cœur ou pour le sort des gens qui sont censés représenter. Si le bien commun avait animé les gens du PS, alors ils n'auraient pas maintenu des candidatures dont le seul effet aura été de faire perdre la gauche. En fait, tout cela dans le but ultime de proposer une vitrine de leur appareil et d'empêcher leur parti de crever. D'ailleurs, sort auquel il était destiné et que seule la FI aura permis d'empêcher, grâce à l'union des gauches, à 2 reprises. Et après que le Parti Socialiste ait mangé des vestes monumentales 2 élections présidentielles durant. Aussi, cette ode à rester sur un bateau qui coule peut sans doute revêtir un caractère quelque peu romantique, mais cela n'est pas intelligent pour autant. Une telle chose appliquée dans le contexte en question est synonyme de la disparition de la gauche en général et de la vraie gauche plus spécifiquement. Si en France on ne connaît pas un scénario à l'italienne également, c'est justement, précisément, car Mélenchon a eu le courage de tout remettre en cause, de sa situation personnelle, etc. Lui qui était confortablement installé au PS. Choix effectué pour défendre des valeurs et aussi se soucier des travailleurs. Travailleurs qui sont très loin des pensées de ces apparatchiks du PS qui sont restés dans leur appareil miteux. Appareil aussi poussiéreux que déconnecté et qui est un outil de promotion personnelle pour la plupart de ceux qui y sont restés.
La politique soi-disant venant du cœur n'est qu'une fable. Si de telles motivations avaient été présentes, alors les héritages des illustres figures du parti auraient été sauvegardés avec respect. Or, le changement de cap montre, et ce, sans détour, comment les membres actuels se torchent avec ces valeurs, ces figures emblématiques, etc. Aussi, il faut un degré de masochisme, à mon avis, pour partir d'un tel principe et de rester seul et d'essayer de faire perdurer un appareil dont plus personne ne veut. C'est soit de l'orgueil mal placé, soit ne rien comprendre au film, globalement. En particulier, ne rien comprendre à ce à quoi la politique est censée servir. Son but étant de servir les intérêts du plus grand nombre, normalement. Enfin, j'entends à la base. Pour moi aussi, de tels dires sont révélateurs de cette gauche qui n'ambitionne plus de gagner et d'être en mesure de changer la vie des gens. Cela nous rappelle combien le Parti socialiste est devenu un parti bourgeois, un parti qui ne souhaite qu'amender le système à la marge et ne souhaite surtout pas en finir avec le capitalisme. Et je suis encore très magnanime, puisque pour cette deuxième partie, il faudrait gagner. Ce qui n'est ni à leur portée, ni un désir affiché, si on comprend bien. Mais c'est pas grave, on va tout rebâtir, on va tout démolir, on va tout rebâtir ensemble. Olivier Faure est arrivé à ce moment-là, le moment où plus personne ne croyait au Parti socialiste, le moment où tout le monde avait abandonné le Parti socialiste. Bah, si on en est arrivé à cette situation-là, il y a peut-être des raisons, non? Alors, le bilan de Hollande est pas si mal, mort de rire. Bref, ironie mise de côté, on attend toujours des preuves que quoi que ce soit a été rebâti depuis la nomination de Faure. Comme je le mentionnais plus tôt, pour moi, basiquement, rien n'a changé. On n'a pas vu des recrudescences d'inscription de nouveaux membres ou encore vu que le parti se régénérait. Quelle preuve plus éclatante que de nous ressortir Hollande de derrière les fagots pour aller briguer un siège à l'Assemblée nationale, alors que celui-ci reste synonyme de bilan catastrophique, de trahison, etc. Bref, qu'il constitue à lui seul un puissant repoussoir et l'antithèse d'une gauche de gauche qui assume de l'être. Arrive 2022 et la création de la NUP ou de la NUPES, c'est-à-dire l'Union des gauches. On a donc le Parti communiste, la France insoumise, le Parti socialiste ou encore le Parti des écologistes qui vont ne faire qu'un pour les élections législatives, ce qui va permettre quand même d'avoir représentation de la gauche au sein de l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Pardon? Quand est-ce que ces partis n'ont fait qu'un? Et qui est responsable justement du fait qu'il n'y a pas de groupe commun de toutes ces forces à l'Assemblée nationale, on peut savoir? Pour rappel, l'AFI a proposé un tel regroupement et s'est heurté au refus systématique de tous. Même une fois cela entériné, l'AFI a introduit divers types de formules de parlement intergauche et toutes ont été rejetées par nos partenaires, entre gros guillemets. Donc c'est sympa de réécrire l'histoire, hein? Aussi, pour apporter davantage de précision et rétablir la vérité, les partis en question ne risquaient pas de faire un, comme vous dites, étant donné que le Parti socialiste, par le biais de nombre de ces baronnies locales auxquelles je faisais allusion plus en avant, aura mis des candidatures décidantes dans bien des endroits. Ceci fragilisant l'union et aussi contribuant à rendre la victoire de la gauche moins nette qu'elle n'aurait pu l'être. Voilà pourquoi votre commentaire est d'autant plus malvenu. Là, on a vraiment vu que le Parti socialiste reprenait des forces, pour moi en tout cas, c'est l'après-élection 2022, d'accord? Parce que Anne Hidalgo avait quand même fait un score, je crois que c'était 1,7% ou 2%. Après, moi, il y a beaucoup de personnes qui vont reprocher à Anne Hidalgo pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas alliée à Jean-Luc Mélenchon. Si Anne Hidalgo s'était alliée, était partie derrière, Jean-Luc Mélenchon s'était retiré, c'était la fin du Parti socialiste. Anne Hidalgo, je l'ai trouvée extrêmement courageuse durant les élections présidentielles de 2022. Sans Anne Hidalgo, si elle ne serait pas restée, il n'y aurait plus de Parti socialiste aujourd'hui. Oui, et en fait, posez-vous la question de l'utilité d'une telle entité politique qui ne représente plus qu'elle-même, et à quoi cela sert de la maintenir en vie, sous perfusion, on va dire. Ensuite, je suis désolé de vous le dire, mais vous avez tout faux d'un bout à l'autre. C'est l'AFI qui a sauvé le Parti socialiste d'une mort programmée. Elle l'a fait via la stratégie de l'union des gauches, en lui redonnant la possibilité d'exister, et en plus, en lui garantissant une représentation bien au-delà de sa légitimité et de ses résultats électoraux. L'AFI l'a fait grâce à l'hégémonie gagnée à gauche. Le PS enchaînait sa deuxième énorme gamelle consécutive, une déroute de plus dans les urnes. Encore une fois, il n'était pas en mesure d'obtenir le remboursement des frais de campagne et sa situation financière était critique, de ce qu'on en sait. Pour ce qui est du speech sur le courage d'Anne Hidalgo, je pense qu'il est préférable d'en rire, tant c'est du grand n'importe quoi. Dites-moi un peu, il est où le courage à la concerner? Quand celle-ci ne roule que pour ses intérêts personnels et partidaires, qu'elle se moque du sort de ceux qui vont devoir se taper les affres des politiques de droite.
de la vie difficile que cela sous-entend, de l'exploitation, la précarité, que vont devoir vivre les plus fragiles, et ce, jusqu'aux discriminations. Tous ces paramètres qui sont la résultante d'une victoire d'une droite dure, alors qu'elle n'aura été dans l'équation que pour barrer la route d'une gauche de rupture et transformatrice. Soit on a eu les élections européennes de 2024. Personne n'a vu arriver le Rassemblement national avec un score aussi élevé. D'accord ? Le Rassemblement national a fait un raz-de-marée double du score du parti présidentiel. Emmanuel Macron dit allez hop, je dissous l'Assemblée nationale, vous vous débrouillez, vous avez un mois pour vous préparer. Ouais, alors là, je pense que c'est une blague, c'est trop gros. Même les instituts de sondage ont vu arriver le RN. C'est dire que ce n'était pas si difficile de le voir venir. Et encore, c'est un euphémisme, mort de rire. Il s'agit peut-être de rappeler que le parti en question est en constante progression depuis des lustres, qu'il bénéficie d'une bienveillance médiatique hors du commun, que le monde médiatico-politique lui fait de la pub en H24 et le place au centre de tout le temps. Aussi, on ne voit pas en quoi c'est une méga prouesse pour un parti ultra boosté médiatiquement de faire le double du score d'un parti en pleine déroute, voire décrépitude. Une formation qui s'écroule du fait de son bilan cataclysmique et sa gestion abominable du pouvoir. Et c'est là qu'on a eu l'union des gauches. C'est là que pour moi, la gauche a vraiment repris du galon. Je pense qu'on le verra. Avec le temps, on verra les conséquences sur le parti Renaissance de la dissolution d'Emmanuel Macron. Là, ce n'est pas visible, mais avec le temps, on le verra. Parce que pour moi, l'électorat de gauche, de Renaissance, est reparti à gauche. D'accord ? Là où il était parti au centre droit, gauche, de Renaissance, dans la petite embouille, la petite bouillabaisse, là, ils sont repartis. Ça a vraiment revigorer la gauche, les écologistes, les LFistes ou encore les socialistes. Et encore, t'es de gauche Emmanuel Macron, t'es de gauche Renaissance, tu vas pas voter la France Insoumise, mais tu peux aller t'encarter chez les écolos ou encore au Parti Socialiste. Et je pense que ça a été une erreur. Ça a été une erreur, cette dissolution d'Emmanuel Macron, non pas parce qu'ils ont perdu des députés et tout ça, voilà. Ça, c'est le truc visible de maintenant. Mais pour moi, l'erreur, vraiment, c'est que là, ça a permis à la gauche de se reconstruire. En tout cas, c'est une erreur si on se place du côté des centristes. Donc, on est dans... Eh ben, quel flot soutenu et continu. Et surtout, quel torrent d'âneries et quelle bouillasse intellectuelle, désolé. Je ne vois pas comment dépeindre toute cette tirade autrement. Personnellement, j'attends qu'on démontre que la gauche a connu un coup de boost. Ou qu'elle a repris du galon, comme vous dites. Là, aucun chiffre, aucune démonstration, rien. Seule une opinion assénée comme une vérité révélée. Pour moi, la gauche a davantage regroupé ses forces qu'autre chose, et sa progression n'est pas uniforme. Donc, nous dire que la gauche progresse est une vaste blague, si ce n'est si on considère les abstentionnistes que l'AFI a su aller chercher. Je me permets par ailleurs de convoquer les chiffres suivants. L'AFI a gagné 1 million d'électeurs aux dernières européennes. Dans le même temps, les autres formations de gauche en perdaient 400 000. Pour moi, cela en dit long, à bien des égards. On nous a présenté des chiffres en trompe-l'œil pour nous faire croire en un second souffle de la social-démocratie. Enfin, de cette gauche molle, à peine de gauche, mais ce fait révèle la réalité du rapport de force entre les formations de gauche ainsi que les dynamiques en cours. En effet, faire de la gauche un bloc monolithique ne tient pas la route pour ce qui me concerne. Car dans les grandes lignes, l'ensemble de la gauche a surfé sur le momentum de la FI et ses bons résultats, ainsi que la remobilisation dont elle est à la base, à force de tenir bon, de s'appuyer sur le programme, de se battre dans l'hémicycle, etc. Bref, en somme, de faire preuve de cohérence politique, de montrer le sérieux et l'opposition ferme et résolue au gouvernement en place également. Ce dans quoi nos partenaires n'ont pas brillé outre mesure, on va dire, pour rester des plus gentils. Aussi, si nos alliés n'avaient pas été aussi indigents en termes de stratégie, ils n'auraient pas salopé la stratégie électorale de la NUPES. Ils ne se seraient pas discrédités auprès de beaucoup, nous forçant à déployer de l'huile de coude pour rattraper cette situation. Par chance, le contexte de l'opposition ferme au RN a permis d'atténuer les flops stratégiques catastrophiques de nos homologues de gauche, avec des gros guillemets, et c'est tant mieux. Mais cela tire plus du coup de chance que d'autres choses, à une sorte d'alignement des planètes en quelque sorte. Quant à l'électorat de Renaissance reparti à gauche, nous attendons que vous le prouviez par les faits, car ce que les analyses de vote nous révèlent est bien différent. Si tel avait été le cas, alors le nombre de parlementaires de gauche serait nettement plus haut.
Si vous le souhaitez, on peut revenir sur les difficultés des responsables macronistes à appeler à faire barrage au RN, ou encore rappeler comment les électeurs n'ont été que très rares à choisir de voter ou encore de voter pour le NFP plutôt que pour le RN. Ce qu'on a constaté en réalité, c'est que la plupart de l'électorat macroniste déçu du macronisme s'est reporté plus à droite. À la limite, votre théorie fumeuse aurait certainement été plus vraie concernant les européennes. Mais pour les législatives, ce truc est une blague intégrale. Cela n'est en lien avec aucune réalité. De plus, je ne vois pas par quel mécanisme étrange cette arrivée de déçus du pouvoir en place aurait pu booster la gauche, puisque, en somme, cela fait un moment qu'on a arrêté de se bercer d'illusions à propos de la supposée aile gauche de la Renaissance. Elle, qui est juste une droite dure et réactionnaire. Juste un peu moins extrême droitière au final que la partie la plus droitière de la formation présidentielle. Ce qui n'en fait pas de la gauche, cela va sans dire. Il s'agirait de ne pas faire comme si on n'avait pas vécu un premier quinquennat de toute cette clique. Donc que le pseudo ni de droite ni de gauche pouvait encore être entendu, une fois le premier quinquennat achevé. Pire, que qui que ce soit puisse encore y croire, faute d'habiter sur Mars, ou encore de faire preuve d'une mauvaise foi digne d'un plateau de médias mainstream. Je ne pense pas que ce soit une faveur que vous fassiez au PS ou aux écolos que de reconnaître que la pseudo-gauche de Renaissance puisse s'allier à eux. Bref, selon moi, c'est un CSC que vous nous avez fait là. Je rigole un peu. Votre formulation de la dissolution de Macron est un peu plus maladroite. Je pense que vous vouliez parler de la dissolution par Macron, hein, à moins de considérer qu'il se dissolve dans sa propre indigence. Si on vous accorde que la dissolution en question aura été une erreur, en effet, pour ma part, je diverge sur les raisons de celle-ci. À mon avis, Macron a tenté de faire gagner Bardella et le RN, plan qui a foiré dans les grandes largeurs. Lui, spéculant sur l'incapacité de la gauche de refaire campagne en commun, pas de bol. La gauche l'a fait et est arrivée en tête. Mais voilà qui n'accrédite pas votre thèse pour autant, puisque, dès la NUPES, les choses étaient claires que la gauche pouvait être en tête dans un contexte d'union autour de la FI. Mais encore fallait-il pour cela que nos partenaires cessent de nous mettre des bâtons dans les roues afin de prioriser leur structure partidaire et intérêt personnel. Qu'ils reviennent à une forme de raison, autrement dit. Vous partez aussi du postulat que Macron est centriste, ce qui est terriblement optimiste, pour le moins qu'on puisse dire. Si certains pouvaient être suffisamment naïfs pour croire en ces balivernes en 2017, bien qu'elles ne tiennent alors que peu la route, il va sans dire que depuis, de telles illusions se sont évanouies. On est dans l'analyse, on n'est pas dans le oui, ils ont raison, ils ont tort. On est dans l'analyse, les gars, ok? Vous savez, vous me connaissez. Oui, on vous connaît, enfin on commence, justement. Et on constate une fois encore qu'on ne dispose d'aucune analyse ou démonstration, mais que vous débitez des paroles que nous sommes censés prendre pour argent comptant. Établir un constat est très différent d'effectuer une analyse. Apparemment, cela vous échappe dans les grandes largeurs. À partir de là, vous aviez un Olivier Faure qui avait été aussi conforté par les résultats de Raphaël Glucksmann qui avait fait 14%, je crois, pour... Très évocateur de ce que je mettais précédemment en avant. Votre rictus témoigne du fait que vous n'êtes pas sûr du score de l'intéressé. Alors il aurait été bon, enfin en tout cas de bon ton, de se renseigner, de faire le travail pour vous en assurer. Au lieu de cela, vous partez sur des bases de suppositions montrant l'intérêt que nous sommes supposés avoir pour vos analyses qui n'en sont pas. Ça, c'est un mi-chemin entre le fond et la forme. Passons au fond. Je vois pour ma part mal comment Faure est conforté par le fait qu'un individu hors des rangs du Parti Socialiste ait fait un résultat correct, mais sans plus. D'autant que le résultat dont on parle ne veut rien dire si on évoque le passé récent et la sociologie des votes de la dite élection européenne. On ne va pas faire comme si ELLV et Jadot ne nous avaient pas déjà fait le coup en 2019 et s'étaient vus pousser des ailes et des ambitions pour finalement se rétamer lamentablement au présidentiel qui allait suivre, finissant en dessous de 5%. On connaît le biais sociologique des européennes et comment les gens des classes populaires et ou qui rejettent l'Union telle qu'elle est ne prennent même pas la peine de se rendre aux urnes. On sait aussi combien les élections intermédiaires ne déplacent pas les foules parmi les gens les plus éloignés de la politique ou encore les jeunes en général. Et par derrière, par cet engouement des législatives, une gauche retrouvée, le nouveau Front Populaire qui rappelle le Front Populaire, on y va, on est ensemble. Vous ne voyez pas où est le hic que d'enchaîner l'extrait que vous proposez de Glucksmann et ce que vous dites? Vous trouvez cela unificateur ou encore considérez cette intervention comme la démonstration d'une concorde ou cohésion à gauche? Au cas où vous ne l'auriez pas compris, ce segment donne à voir le rapport de force à gauche, et cette volonté de la gauche-droite de ne pas concéder la victoire à la FI, de faire jouer sa capacité de nuisance pour barrer la route d'une force transformatrice. Moi, j'avoue que quand François Hollande est arrivé, je me dis, bon,
Là, il voit bien que Emmanuel Macron est à terre, c'est vraiment pour lui donner le coup de grâce, pour dire, voilà, moi j'ai participé à ta chute. Je me dis seulement ça. Peut-être, j'avais compris de par la stratégie de communication de François Hollande qu'il y avait une volonté de revenir peut-être lors des élections présidentielles de 2027. D'accord, je vois. Mais je ne pensais pas non plus qu'il y allait avoir cette volonté de dire stop avec le nouveau Front populaire et de dire stop avec la France insoumise, et c'est ce qui s'est passé. Ah oui, quand même. Haha. Vous êtes juste passé à côté du rapport de force à gauche, de l'antagonisme programmatique et idéologique des formations de gauche et tutti quanti. Impressionnant. Donc, durant toute la vidéo, vous nous détaillez une timeline dont vous n'avez absolument rien compris. Et vous finissez par l'admettre, en somme. Je ne sais pas quoi dire, c'est sidérant. On a bien compris que vous n'avez rien saisi. On se doit donc de vous rappeler le background historique de cette confrontation idéologique et personnelle de toujours entre Hollande et Mélenchon, qui date de la période où JLM était encore au Parti Socialiste. Période où il a fait des pieds et des mains pour changer la ligne du PS et la tirer à gauche, alors que les Hollande et consorts faisaient le processus inverse. Vous avez juste manqué au moins 3 décennies d'histoire politique, et vous venez nous proposer des analyses politiques qui n'en sont pas, c'est très éclairant. Vous ne pigez pas que des personnages comme Hollande sont mus par la lumière et une forme d'hubris sous couvert de pseudo-responsabilité envers le pays, que Hollande compte bien exercer sa capacité de nuisance pour qu'une formation anti-système ne puisse prendre le pouvoir, etc., etc., etc. Vous aviez eu ce qu'on va appeler les éléphants roses. Si vous ne savez pas qui sont les éléphants roses, c'est les anciens du Parti Socialiste. Les François Hollande, les Manuel Valls, les Cambadélis, les Carole Delga, les Anne Hidalgo, qui étaient là et qui disaient c'est totalement mauvais, il faut s'inscrire dans une coalition avec le parti présidentiel, il faut essayer de travailler ensemble. Là où la ligne du nouveau Front populaire, la coalition des différents partis de gauche, c'est on a un programme, les électeurs nous ont fait confiance sur ce programme et c'est avec ce programme que nous avons décidé de mettre Lucie Castet comme candidate pour Matignon et nous voulons l'appliquer pour la France. Franchement, impossible de savoir ce que vous entendez par là. C'est incompréhensible, même en y mettant d'une autre. La première partie du constat est bonne. Et où est le lien logique avec la deuxième partie du propos ? Les personnages que vous mentionnez ne sont pas favorables au NFP, à Lucie Castet, etc. Et pourtant, ces hypocrites se sont fait élire en ralliant le NFP, pour certains d'entre eux, ce qui fait montre de leur manipulation dégoûtante. Les autres auront gagné en jouant la dissidence. Et Olivier Faure, le secrétaire national, celui qui a porté réellement le Parti Socialiste et qui en a fait aujourd'hui ce qu'il est aujourd'hui, parce qu'il faut rappeler que quand même, grâce à Olivier Faure, le nombre d'adhérents au Parti Socialiste aujourd'hui s'est multiplié. Une simple recherche sur Internet de 2 minutes à peine nous amène à des articles de journaux qui nous montrent précisément le contraire de ce que vous nous dites. Les chiffres glanés sont de 86 000 en 2017 et de 50 000 en 2024. Alors, à quand un travail de fact-checking ? À quand un travail factuel ? À quand l'exposition d'autre chose que des opinions ou autres ressentis, ou que des constats à vue de nez ? Et moi, quand je vois Balkany, qui jusqu'à la fin est fidèle à Nicolas Sarkozy, je comprends. Je le voyais, moi je suis cette trempe-là en politique. Ah oui, donc vous admettez vous-même ne pas avoir d'éthique et que les intérêts priment. C'est cela que vous êtes en train de me dire ? Dites-moi un peu, c'est quoi qui motive la fidélité de Balkany ? Je veux dire, sinon de s'appuyer sur quelqu'un qui l'aide à se faire réélire dans son fief pour les grands bourgeois. Elle sert à quoi la fidélité en question si elle n'est pas mise au service des grands principes et autres grandes idées qu'on se fait ? Je passe aussi sur le côté lunaire d'invoquer des figures de droite pour illustrer la fidélité ou encore une forme d'éthique, chose absolument aberrante pour quelqu'un se prétendant de gauche. C'est on ne peut plus lunaire et l'épisode Fillon de 2017 en dit long dans ce registre, mais passons. Aujourd'hui, quand je vois que certains essayent de faire partir Olivier Faure, essayent de dire on ne veut plus de cette ligne Faure pour le Parti Socialiste, vous étiez où quand il fallait reconstruire le Parti Socialiste? Où étiez-vous? Encore une fois, on attend qu'on nous prouve la reconstruction en cours qui est démontrée par les chiffres des adhérents. Vous-même en rajoutez une couche sans même vous en rendre compte en parlant des départs vers des produits annexes du PS, mais bon. Sinon, spoiler alerte, comme je n'ai eu de cesse de le remémorer, et oui, un bras de fer est à l'œuvre dans, pour ainsi dire, toutes les formations politiques de gauche, LFI mis à part. Et je crois bon de vous rappeler que vous, foristes,
est simplement de justesse majoritaire. Donc, pour ce qui est de la reconstruction, en particulier autour de Faure, on repassera. En particulier à l'aune du choix de la division effectuée par votre parti et dont le choix du candidat pour les européennes en raconte un max sur les faux semblants qui demeurent, ainsi que sur l'égoïsme ambiant dans le Parti socialiste, parti qui ne s'occupe ou ne se soucie, grosso modo, que de son petit nombril. Quand Olivier Faure essayait d'aller chercher des forces à gauche à droite, où étiez-vous? Oh, le beau CC que voilà. Donc Faure va chercher des gens à droite pour s'assurer de la survie de son appareil politique miteux? Aveu intéressant, lol. Je ne sais pas si vous avez conscience de comment certaines de vos interventions desservent à la fois votre cause et votre parti. C'est aujourd'hui, quand le Parti Socialiste reprend de la force, qu'on veut essayer de... Ah, ok, bon, allez, le Parti Socialiste, ça ressemble à un parti, c'est bon? Bon, allez, je vais le reprendre. Non, je suis pas d'accord. Voilà, moi, c'est pas quelque chose qui me... Je ne trouve pas que ce soit de la belle politique. Ok, on veut bien vous croire et on vous laisse le bénéfice du doute, mais alors, concrètement, cette déclaration débouche sur quoi? Vous êtes prête à aider à mettre fin à ce clivage interne et que les clarifications politiques s'effectuent? Ou encore à dire que les foristes doivent faire sécession de la partie droitière de ce parti, que vous semblez tant aimer? Si vous n'êtes pas prête à cela, tout ce que vous faites ici s'assimile à faire du bruit avec votre bouche, mais rien d'autre. À un moment, il faut avoir le courage de ses opinions. Sinon, si on se rend sur le terrain de la belle politique, pour reprendre les mots qui sont les vôtres, alors dites-nous un peu, qu'on se marre un bon coup. Quand le parti a fait de la belle politique ces dernières années? Quand est-ce qu'il a innové en matière de programme, proposé des choses pour que des gens vivent mieux, etc. Bref, si vous croyez en ce que vous dites, ce n'est pas dans ce parti d'apparatchik que vous devez vous trouver, mais à l'AFI. France Insoumise, où le programme est central, où on veut gagner et changer les choses, permettre que les gens puissent mieux vivre des suites d'une inflexion radicale de la trajectoire politique actuelle. Ce n'est pas en grossissant les rangs d'une force d'accompagnement qu'on réalise cela. Force entre très gros guillemets déjà, et qui n'envisage pas de gagner. Si François Hollande, donc, revient sur le devant de la scène, est-ce que les personnes qui sont venues au Parti Socialiste ou Olivier Faure veulent encore de la ligne de François Hollande? Je dis pas si je suis pour Olivier Faure ou pour François Hollande, je suis pas dans l'analyse du programme. Un summum des cohérences, cela atteint des limites insoupçonnées même. Donc vous êtes en train de nous parler de belle politique et dans le même temps, vous nous décrivez une course de petits chevaux. C'est cela qu'on est supposé comprendre? J'hallucine. Franchement, c'est incroyable. Vous ne comprenez donc rien aux rapports de force qui ont lieu, alors c'est coulé dans le marbre. En substance, votre discours est que le programme est secondaire, etc. Aussi, ce qui est d'une incohérence crasse avec une grande partie de votre discours tout du long de cette vidéo. J'ose espérer qu'une fois que j'aurai pointé cette ineptie complète, vous vous rendrez compte un peu mieux des énormités que vous partagez ici. Il faudra aussi qu'on explique comment on peut proposer aux gens une telle ode à Olivier Faure, jusqu'à l'absurde par moment, et de convoquer la fidélité sans faille coûte que coûte pour, au final, nous asséner une telle phrase dans le même mouvement. Moi, je suis dans l'analyse de l'histoire, de ce qui s'est passé. Non, 3 fois non. Vous vous cantonnez à faire des constats que vous êtes absolument incapable d'étayer. Et de ce que je sais, cela ne risque pas de déboucher sur une analyse, en l'état, puisqu'on n'en voit aucune démonstration d'aucune sorte poindre à l'horizon. Pour beaucoup, moi j'ai des amis qui sont de gauche, François Hollande, Emmanuel Macron, c'est la continuité de la politique de François Hollande. Brrr. J'ai beau ne pas aimer Hollande, à bien des égards, mais si on peut l'accuser de tas de choses, ça ne veut pas dire qu'il faut injustement le blâmer de choses qu'il n'a pas faites, hein. Macron a été tellement infiniment plus loin que Hollande sur des tas de points qu'il faut dire les choses toutes proportions gardées. Ce qu'a fait Macron est sans aucune mesure avec la bouse droitière que nous a fait Hollande. Depuis Macron, on a passé plusieurs stades supplémentaires. Certes, Hollande a mis le personnage en question en orbite, mais le thatcherisme sous stéroïdes, c'est sous Macron. De même que les répressions qui ont encore franchi un stade. Tout a été un peu initié sous Hollande. Cela, on peut en convenir. Tout a été initié sous Hollande, cela, on peut en convenir. Après, malgré les traits communs, on est avec des conséquences dramatiques décuplées sous Macron, qui, en fin de compte, peu ou prou, s'avère appliquer le programme historique des LR, qu'eux n'avaient jamais réussi à appliquer et que lui aura transformé en réalité. Donc aujourd'hui, si le Parti Socialiste n'est plus avec le nouveau Front Populaire et repart sur une ligne socialiste, parce qu'on sait très bien que, par exemple, le programme d'Anne Hidalgo n'a pas... Il
il n'y a pas eu de mouvement de foule, ni vous voyez un peu Christiane Taubira, il n'y a pas eu d'engouement national en fait par rapport à ces propositions-là. Donc avec quoi est-ce que François Hollande va arriver concrètement? Ben si ce sont les propositions programmatiques du NFP qui vous meuvent, alors rejoignez l'AFI. En fait, le programme du NFP est une version tiède du programme de la NUPES, qui lui-même était une version édulcorée de l'Avenir en commun, programme des Insoumis. Programme élaboré en bottom-up, où les propositions de syndicats, ONG, associations, etc. ont été agglomérées. À un moment, il faut montrer qu'on croit à ce qu'on dit. Cela fait des lustres que le Parti Socialiste fait zéro proposition en termes programmatiques, qu'il est englué dans ses oppositions internes, et qu'il passe le plus clair de son temps à s'intéresser au bras de fer en son sein, plutôt que d'écouter la base ou de sonder ce qui se passe à l'extérieur de sa structure. Les derniers résultats à l'élection phare parlent d'eux-mêmes. Aussi, je crois bon de rappeler les enjeux. Le PS, au sein du NFP, c'est un parti socialiste qui constitue une capacité de nuisance atténuée, et qui peut permettre de faire autre chose qu'un barrage aux idées et propositions de gauche. Donc, réglez vos papates internes plutôt que de mettre Insoumis, Mélenchon, etc. pour faire des clics. Vous aurez un intérêt en tant que militante si vous assurez ce travail. En tout cas, bien davantage qu'en nous proposant des vidéos truffées d'inexactitudes, de balivernes ou d'opinions moisies, etc. Que vous qualifiez généreusement d'analyse comble du ridicule. Essayer d'être là, d'être dans une gouvernance, une coalition nationale avec les différents partis. Pour moi, c'est ce qui était possible en 2012. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que vous racontez? En 2012, Hollande et le Parti Socialiste partent seuls. Le PS est hégémonique et affronte une coalition de gauche, dont, évidemment, il ne fait pas partie. Cela va sans dire, en l'occurrence, le Front de gauche. Force composée principalement du Parti de gauche, du PCF, de la gauche unitaire et Ensemble. Je ne sais pas où vous êtes allés pêcher ça pour le PS. On a passé les frontières du réel, là. Je ne sais pas, si vous voulez parler d'un sujet, renseignez-vous. Faites des recherches. Appuyez-vous sur des choses que vous savez, n'inventez pas. Votre crédibilité en dépend, au cas où vous n'auriez pas compris. Tout en sachant que cette branche-là est partie du côté de Renaissance. Hein? Mais de quoi vous parlez? Je ne comprends pas. Enchaîner de l'évocation du front de gauche à ça, on se demande comment c'est possible en fait. On se demande quel est votre cheminement intellectuel. Encore que intellectuel paraît un bien grand mot dans ce cas précis. Il y a eu un historique, il y a eu un passif entre François Hollande et Jean-Luc Mélenchon. Bah, vous avancez apparemment. Peut-être que vous allez vous renseigner sur l'histoire du parti qui est le vôtre et des sous-courants qui l'ont composé ou le composent. Avec un tel travail, vous allez sûrement comprendre les différences idéologiques importantes et les pourquoi du comment des bras de fer entre formations, entre autres choses. Allez, au boulot. Sur les questions de laïcité, le rapport aux religions, et c'est là aussi où je pense qu'il y a une scission avec le Parti communiste. J'avais écouté François Hollande qui disait que le problème de la France insoumise, c'est qu'ils ont invité la religion dans le débat. Là où avant moi, Jean-Luc Mélenchon, j'avais une image de Jean-Luc Mélenchon extrêmement laïcard. Pour moi, Jean-Luc Mélenchon, c'était vraiment la branche Charlie Hebdo. Pour moi, je vous dis la vérité, Jean-Luc Mélenchon, c'était une branche Charlie Hebdo dans les idées. Je ne sais pas si on mesure toute l'ampleur du délire mis sur la table ici. On a donc Hollande, un des présidents de la Ve République qui auront accepté d'être chanoines de Latran, qui n'auront pas mis en cause le concordat d'Alsace-Moselle, qui viennent nous dire des plus tranquilles que l'AFI a invité la religion dans le débat. Tout cela alors que le concerné aura aidé plus que de raison à faire émerger l'islamophobie latente qui est dans le paysage politique actuel, avec tous ces petits copains droitards, les valses, etc. Trop drôle. Et surtout, quel foutage de gueule intégral, magistral. Aussi, encore une fois, réduire la France insoumise à Mélenchon est une ineptie qui n'est ni plus ni moins que la reprise des éléments de bashing des médias mainstream. Et ça, en soi, c'est déjà un problème. Cela en dit long sur le biais des propos tenus. Et fait la vidéo analyse sur Fabien Roussel qui tacle la France insoumise, je vous avais parlé des élections municipales à Saint-Denis. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'alliance entre le Parti communiste et la France insoumise ? Pour ma part, je ne connais pas l'individu auquel vous faites allusion, donc difficile de se prononcer sur le profil du personnage. En tout cas, ce qui est tout à fait éclairant, c'est de choisir uniquement le point de vue du Parti communiste et de ne pas remettre en question les dires, les nuancer, etc. En somme, comme tout le temps avec vous, vous nous assénez des choses auxquelles nous sommes priés de croire, quand bien même
on y voit tous le biais qui est colporté. C'est un peu léger. Déjà, outre le fait qu'il est difficile de savoir à 100% qui on investit, en particulier dans la forme mouvement politique, ne pas faire la peinture des raisons du Parti communiste de vouloir y aller seul est un biais tout à fait notable. Car ils ont beau jouer les vierges effarouchés, on sait tous que le parti en question a maintes fois choisi d'y aller en solo, que sa stratégie est de reconduire ses petits clochers et élus. Aussi, le maire sortant en guise de témoignage accablant est somme toute assez drôle et cocasse, d'autant que l'intéressé parle de problèmes liés à des prises de position clivantes sur l'islamophobie. Aussi, on doute que la France insoumise investirait un islamophobe, donc on peut remettre d'autant plus ce commentaire en question, puisque cela sous-entend que le fameux personnage controversé parlerait contre des cas d'islamophobie. Bref, de l'extérieur et en l'état d'absence de démonstration, le truc apparaît davantage comme une farce qu'autre chose. J'en prends aussi pour preuve que la personne qui fait le reportage utilise le conditionnel, alors que vous ne formulez aucune nuance. Sinon, où est-il fait mention du fait que l'appareil du PCF roule pour sa pomme et se soucie assez peu de l'intérêt commun, comme ont pu en témoigner les stratégies concernant les dernières présidentielles, ou encore l'attitude de Roussel qui s'est fait griller dans un train en train de comploter une alliance avec le pouvoir en place. Enfin, parmi les nombreux exemples où le parti a fait tout ce qui était en son pouvoir pour contrarier la France insoumise, l'a cornérisé et trouvé des excuses pour faire des candidatures en solo. Sur ça, je veux bien comprendre François Hollande qu'il y a une scission entre la vision de la gauche du Parti Socialiste et de la gauche de la France Insoumise. Après, est-ce que François Hollande réussira vraiment à récupérer le Parti Socialiste, fédérer autour de lui, autour de ses idées socialistes qui, je le rappelle quand même, se rapprochent beaucoup des idées, se rapprochent quand même du macronisme? Quelle soupe, franchement. Brrr. Tout d'abord, il ne peut aucunement y avoir de scission entre les entités que vous mentionnez, puisque nous ne sommes pas un bloc uniforme. Les deux partis sont dans le même groupe, le NFP. La fraction de Hollande, l'opportuniste, est opposée à l'union avec Kefi et Mélenchon, ce qui en dit long, très long sur l'hypocrisie du personnage et de ses petits copains. Eux qui se sont fait élire sous cette bannière, lui en tête. Dès lors, toute parole de sa part est démonétisée, elle ne vaut plus rien. Tout le monde l'identifie comme un opportuniste, point barre. Concernant Hollande en tant que rassembleur, mort de rire, je ne sais pas quoi dire d'autre. On parle d'un gars qui a vu son propre groupe se retourner en partie contre lui durant sa présidence. Son quinquennat a explosé en vol avec la division de sa formation. Ce qui dit tout, et je pourrais m'arrêter là que la démonstration se suffirait à elle-même. Mais en plus, ce concerné évolue dans une structure où les mêmes clivages demeurent, et son clan est légèrement minoritaire. Bonjour le rassembleur donc. Ajout supplémentaire, non sans importance à mon avis, on cherche encore les idées socialistes de Hollande. Individu dont le mandat présidentiel n'a fait que dissiper les doutes concernant le fait qu'il n'est pas socialiste, que ses idées ne le sont pas non plus, et qu'il est juste cette droite avec un faux nez qui essaie de se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Bref, un clintonien convaincu qui ne trompe désormais plus personne et dont personne ne veut. J'entends, à moins d'avoir à choisir entre la peste et le choléra, et qu'il soit identifié comme un moindre mal par rapport à son adversaire dans une élection. On a une Marine Tondelier du côté du Parti des écologistes qui est pour une candidature commune de la gauche pour 2027. Notons que le machin arrive de nulle part, comme un cheveu sur la soupe, mais passons. Aussi, avec des pro-unionistes comme ça, on n'a pas besoin d'adversaires à l'Union, étant donné que c'est sous sa direction que les Verts ont décidé de se lancer en solo aux élections intermédiaires. Déféquant ainsi joyeusement sur les stratégies et la crédibilité de l'Union des gauches, un détail quoi. On a Jordan Bardella qui, face à Pascal Praud, prédit un second tour entre la gauche et le Rassemblement national. On remercie tous Nostradamus Bardella, ce visionnaire, mort de rire. JLM dit cela depuis des lustres. Mais encore une fois, on attribue des mérites à l'extrême droite plutôt qu'à la FI. Belle idéologie. Certains se demanderont pourquoi cette portion de la gauche file la nausée à la nôtre. Aussi, je ne vois pas qui n'est pas conscient désormais de la décrépitude largement entamée de la Macronie. Une telle sortie aujourd'hui revêt des allures de tautologie plus qu'autre chose. Mais bon, passons. On a tous vu les scores de Renaissance durant les derniers scrutins, c'est une preuve conséquente et que tous peuvent analyser largement maintenant. Là, vu comment c'est parti, je sens que ça va éclater en lambeaux. Et donc, est-ce que la stratégie de François Hollande est de se placer au milieu de tout ça? Essayer de grappiller, de revenir, de se placer, d'être l'homme providentiel?
Je ne vois pas pour qui le souhait de division de Hollande est encore un mystère. Nombre de ses interventions en attestent largement. Il a lui-même évoqué son intention de faire sans la FI et de balayer tout l'axe droit de la supposée gauche. Quant à la peinture de Hollande en homme providentiel, elle prête à se gondoler comme un Vénitien, tant le niveau de discrédit de l'intéressé est grand. Entre ses facéties de Don Juan de deuxième zone sur son scooter, sa cravate toujours de traviole, ou encore son bilan apocalyptique pour quiconque est de gauche. Aussi, lui attribuer de telles intentions revient à lui faire bien des honneurs. Pour ce qui me concerne, la seule chose à laquelle il aspire, et peut aspirer en outre, c'est d'exercer sa capacité de nuisance pour possiblement barrer la route d'un second tour à une gauche qui se respecte, elle. Pour rappel, au-delà du feu de paille des européennes, les scores du PS en 2017 et 2022 montrent que le PS ne sera de toute façon pas un acteur crédible et en mesure de jouer un autre rôle. Voilà, j'espère que mes différentes réponses aux dires des uns et des autres vous ont intéressé et pourront éventuellement vous servir dans les discussions politiques. Pour ma part, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si cela vous a plu et de me laisser des commentaires, j'y répondrai avec joie. Merci de votre attention. On lâche rien, on lâche rien.